Ok, donc je vais lancer le live. Y a pas de souci. Mm. Donc bienvenue à tous à cette quatrième session de webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Fatima Zahra Ben Hamida. Donc je pense que nous allons attendre quelques minutes histoire que plus de monde nous rejoigne afin d'assister ou afin de ne pas rater le début de cette session et on démarra. Donc rendez-vous dans 5 minutes. Merci.
Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue à cette quatrième édition de webinaire de Tizi Hackathon. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet des objets. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Madame Fatima Zahra Ben Hamida, qui est titulaire d'un doctorat à l'École nationale supérieure d'informatique. Elle enseigne aujourd'hui à cette même école, au grade de professeur, et fait partie du laboratoire des méthodes de conception des systèmes en tant que chercheuse confirmée. Ces recherches concernent des domaines d'actualité tels que les capteurs réseau sans fil et l'Internet des objets. L'objectif étant de trouver une solution aux challenges socio-économiques auxquels nous faisons tous face aujourd'hui, dans différents secteurs tels que la santé, l'environnement et par là j'entends l'agriculture, le trafic urbain, etc. Donc Fatima est un membre très actif au sein de la communauté universitaire et technologique. En effet, sa passion et sa volonté l'ont poussé à participer à plusieurs projets de recherche internationaux et à contribuer à plusieurs conférences scientifiques internationales. Elle a aussi dignement représenté l'Algérie dans des programmes mondiaux tels que le Tech Women 2017 de l'année 2017, où elle faisait partie des 100 participantes sélectionnées parmi 4000, ou lors du Microsoft Ignite 2018, l'un des plus gros événements de la technologie pour les professionnels de l'IT. Enfin, Fatima Zahra détient plusieurs prix de recherche tels que le Best Thesis Paper Award. Elle a aussi été finaliste au Best Thesis Competition et elle fait partie du Thesis Fellowship pour ne citer que quelques-uns. Donc aujourd'hui, elle nous parlera de l'utilisation de l'Internet des objets. Donc nous allons avoir une introduction pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine, ce domaine très prometteur de la technologie et leur contribution aux différents secteurs socio-économiques. Elle nous parlera des opportunités qu'offre l'IoT, mais aussi des challenges auxquels cette technologie fait face. Donc Fatima Zahra, bienvenue à toi et merci pour ta disponibilité. Merci Mounir. Tout d'abord, salam alaikum. Bonjour à tout le monde, ou bien bonsoir. Ça dépend dans quel endroit de la planète vous y êtes. Et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie, tout d'abord, je commence par remercier toute l'équipe derrière cette organisation de webinaire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une manière un peu légère, ensuite un peu plus approfondie pour ceux qui le veulent, sur les opportunités qu'offre Internet of Things, ou bien l'Internet des objets, ou encore IoT. Donc, si vous entendez ces trois appellations, ça va être la même chose durant toute cette présentation. Donc, ce qu'on va voir, on va commencer par donner une définition générale, surtout pour ceux qui ne connaissent pas le domaine. Ensuite, on va parler de tous les différents scénarios ou bien les domaines d'application où peut s'intégrer cette notion ou cette technologie de IoT. Une question qui se pose et qui s'impose, c'est pourquoi ce boom? Pourquoi IoT a fait finalement se retrouve un peu partout dans notre vie? Et on passera par la suite pour parler de IoT Trends and Challenges, c'est-à-dire quelles sont les dernières tendances dans l'IoT, mais aussi quels sont les défis auxquels on fait face. Et un petit clin d'œil à tous ceux qui veulent participer au hackathon Tizi Ouzou pour le mois d'octobre prochain. J'ai prévu de vous donner quelques petits conseils sur notamment l'utilisation de l'IoT dans votre projet de hackathon. Alors, on va commencer pour comprendre Internet of Things. Pourquoi ne pas commencer par son premier mot, qui est Internet? Il y a plusieurs dizaines d'années de cela, Internet a fait apparence, donc c'était cette magie qui a pu connecter un ensemble d'ordinateurs via une toile qu'on appelle le web et qui offre des services. Et ces ordinateurs, ces machines peuvent accéder à des services qui sont quelque part dans cette toile-là. Ensuite, au fil des années, on est passé à un autre concept qui s'appelle le Embedded System ou bien les systèmes embarqués. C'est tout simplement le fait qu'on ne va plus parler de machines, les ordinateurs tels que vous les connaissez, l'écran, les périphériques, l'unité centrale, etc. Mais c'est plutôt des circuits électroniques qui sont intégrés dans un petit appareil. Vous pouvez penser à votre téléphone, vous pouvez penser à votre micro-ondes, vous pouvez penser à votre calculatrice. On
On va commencer simplement, tout simplement. Donc, tout circuit électronique permettant de faire un affichage, de faire un petit calcul, etc., fait partie de on va dire, de ce domaine de embedded system, donc les systèmes embarqués. Ensuite, au début des années 2000, on a commencé à entendre parler d'une technologie, disons, qui a bouleversé le monde, le monde de IT, de l'informatique, qui est les réseaux de capteurs. Alors, c'est quoi les réseaux de capteurs? C'est en plus qu'un appareil ou bien qu'un composant soit doté d'un système embarqué, il aura aussi un capteur qui va mesurer et qui va prendre des valeurs depuis l'environnement là où il est déployé pour finalement l'envoyer à une certaine entité pour prendre des mesures nécessaires ou bien des contrôles ou bien des actions nécessaires. Un simple exemple, disons que par exemple vous avez un champ agricole qui est très large et vous voulez le contrôler pour par exemple l'arrosage des plantes ou encore détecter les maladies dans les plantes ou bien même détecter les incendies dans une forêt. Au lieu de faire un contrôle humain et manuel et sur place, vous allez déployer, vous allez mettre des capteurs un peu partout avec des composants, avec des capteurs pour prélever par exemple la température, le taux d'humidité, la vitesse du vent, et toutes ces informations seront collectées, envoyées à une unité via Internet pour finalement prendre une décision, pour dire que si la température dépasse une certaine valeur, ça veut dire qu'il fait chaud et il est temps d'arroser ses plantes, par exemple. Donc, au lieu d'avoir un ensemble on va dire, de main-d'œuvre, etc., pour venir visuellement, manuellement faire tout ce travail. Voilà. Donc, ces réseaux de capteurs ont permis on va dire, décharger un petit peu tout ce travail manuel pour le faire d'une manière automatique. Encore un autre domaine qui est important avant d'arriver à l'IoT, c'est l'intelligence. Maintenant, on parle de machines intelligentes, c'est grâce au machine learning, c'est grâce à l'intelligence artificielle d'une manière générale. C'est une technologie qui n'est pas aussi récente que ça, mais qui se voit de plus en plus, qui s'impose et qui a beaucoup d'importance. Donc, prenez Internet, prenez les systèmes embarqués, les réseaux de capteurs et encore de l'intelligence et vous allez créer ce qu'on appelle l'Internet des objets ou bien Internet of Things. Donc, si on veut résumer, c'est quoi IoT? C'est tout simplement le fait de pouvoir connecter un ensemble d'objets intelligents via Internet. Donc, Smart Objects via Internet. Quand est-ce qu'on appelle un objet smart ou bien intelligent? S'il contient non seulement un système embarqué, c'est-à-dire il peut faire des calculs, il peut faire du traitement, s'il contient ce fameux capteur, en fait, le sensor, il peut être deux choses, soit sensor ou bien actuator. Dans quel sens? Dans le sens où le sensor, il va mesurer l'information depuis l'environnement et l'actuator, ce qu'on appelle l'actionneur, il va réagir sur l'environnement. Tout dépend encore de certaines mesures qui sont déjà prises. Donc, le Smart Object, il a un système embarqué, il a un sensor éventuellement actuator, mais il a aussi la possibilité de communiquer avec les autres Smart Objects. Pourquoi? Dans le but d'interagir dans un environnement, de remplir une fonction, de contrôler à distance, etc. Donc, je vous montre ici cette figure qui montre que finalement le domaine IoT, enfin l'Internet des objets, on peut voir que tout est connecté maintenant. Vous pouvez voir votre ordinateur connecté, votre téléphone, votre réveil, votre machine à café aussi, votre climatiseur, tout est devenu connecté. Même votre plante à la maison, elle devient intelligente. Le deuxième schéma, ça c'est important parce que c'est avec ce premier schéma c'est avec ce schéma qu'on a lancé la première définition de l'IoT. On voulait dire tout simplement avec ce schéma que the Internet of Things
is the ability, ou bien l'Internet des objets, c'est la capacité to connect anything. Donc, on veut connecter n'importe quel objet. Anyone, donc n'importe quelle personne aura la possibilité de l'utiliser. Any service, donc on peut le faire dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de limite. Et any place, any path, any network, donc on peut utiliser n'importe quel type de communication, ça j'y arrive. Any place, l'Internet des objets n'a pas de limite, donc là où vous allez, vous aurez le droit d'utiliser cette technologie ou bien ce réseau. Et anytime, donc il doit être accessible tout le temps. Voilà. Ensuite, désolé, donc, si on veut maintenant parler au domaine, j'ai dit que anywhere ou bien dans any context, dans n'importe quel domaine, à mon sens, on pourra, bon, j'ai utilisé quand même une figure d'une référence dans la littérature, mais à mon sens, il est essentiel de diviser ou bien de parler d'un certain nombre de domaines d'application qui sont, on va dire, qui sont majeurs. Il y a l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Il y a le domaine de santé et de bien-être. Encore, il y a le domaine de smart home ou bien la maison intelligente. Mais en plus large, on verra smart city ou bien la ville intelligente. Voilà. Je vais faire un parcours plus ou moins rapide sur les différents domaines pour vous expliquer chacun comment ça fonctionne et encore quels sont les différents aspects dans lesquels on pourra contribuer en utilisant l'IoT. Commençons par l'industrie 4.0. Donc ici, pensez par exemple à une industrie ou bien une compagnie qui veut suivre ou bien qui veut faire la gestion de la chaîne de vie de ses produits. Donc avec les capteurs, avec les codes à barres, avec les tags, elle pourra finalement suivre ce produit depuis la matière première, ensuite sa production, son stockage, son transport, ensuite la distribution, enfin sur les distributeurs, la vente pour les clients, et même une fois le produit arrive chez le client final, on pourra encore avoir un suivi. Je vous donne un exemple, par exemple DHL. Ça c'est pas finalement pour la production, etc., mais DHL qui utilise le transport ou bien pour la transportation des packages. Vous-même, en tant que client, si vous aurez un courrier à transférer d'une source donnée vers une destination et avec un petit code, vous pouvez faire le suivi de votre courrier exactement à quel niveau il est. C'est grâce à un système de traçage qui permettra de remonter l'information à un serveur principal et qui va finalement permettre au client, mais aussi à l'industriel, de faire ce suivi d'une manière très transparente et très, on va dire, facile. Un domaine qui est très important dans l'industrie, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les smart farms. J'ai commencé d'ailleurs par donner un exemple dans ce domaine-là. Donc, imaginez que vous aurez un ensemble, enfin, vous aurez à suivre la production de votre champ agricole ou encore l'évolution et le mouvement des animaux. N'importe quel... il y a un projet qui est très important dans lequel j'ai collaboré il y a 2-3 ans de cela, c'est qu'on a constaté finalement avec une start-up algérienne où nous avons constaté que l'utilisation des engrais chimiques se fait sans aucun contrôle et d'une manière très abusive. Alors ce que nous avons fait, c'est que cette start-up-là propose de un petit peu implémenter ou bien planter carrément un réseau de capteurs dans le champ agricole qui va faire quoi? Qui va mesurer et prendre des valeurs telles que le taux d'humidité, la chaleur, mais encore tout changement climatique pour faire des pronostics et voir est-ce qu'il y a une forte chance ou bien une forte probabilité selon encore
le type de plante. Donc, on a utilisé pour le milidou de pommes de terre, mais aussi le fusarios de blé, pour dire que est-ce qu'il y a une forte chance que, avec ces conditions climatiques, la plante risque d'avoir cette maladie ou une autre maladie. D'où notre recommandation via le système d'injecter une quantité de pesticides. Donc, on le fait uniquement lorsqu'on voit le risque que finalement peut poser selon les conditions climatiques. Bien sûr, n'oubliez pas l'aspect intelligent. Il y a un apprentissage qui va prendre en compte les informations du passé pour voir si jamais le système a bien prédit ce qu'il devait finalement donner comme recommandation pour s'enrichir encore mieux et pour être plus précis. Voilà. Donc, ce sont deux exemples, plus ou moins, dans l'industrie, mais vous pouvez penser à l'industrie pétrochimique, à n'importe quel type de compagnie ou d'entreprise industrielle qui, tout simplement, va utiliser ce système de traçage, mais aussi ce système de mesurer les informations et récupérer des valeurs de l'environnement pour pouvoir prendre des décisions. On passe au domaine de santé qui reste un domaine très important, d'où la nécessité, d'où j'ai jugé utile de le mettre à côté. Donc le domaine de santé, tout simplement, pensez à ce qu'on appelle le remote monitoring ou bien le suivi à distance. Donc on va prendre un exemple des malades chroniques. Imaginez un malade, un cardiopathe ou bien un diabétique qui souffrent d'une maladie chronique, notamment le diabète et aussi le problème de tension, par exemple, et qui devraient à chaque fois faire des visites périodiques, partir chez le médecin, faire la chaîne à l'hôpital ou encore dans la clinique. Et dans le contexte algérien, peut-être rentrer avec une maladie pour en sortir avec une dizaine. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de son temps, mais aussi tout ça pour dire probablement que oui, ton taux de glycémie, il est stable, finalement tout va bien, donc rentrez chez vous. Alors au lieu de faire tout cela, on va doter notre patient avec des capteurs, avec un bracelet ou encore un glucomètre intelligent. Donc quand il prend sa mesure de glycémie les 3 fois par jour ou autant de fois que nécessaire, il ne va plus les noter sur un carnet ou encore ça ne va plus être une information volatile. Elle va s'envoyer directement depuis son glucomètre vers son téléphone dans une application qui est déjà sur son téléphone. Et cette application, elle est déjà liée à une autre qui est sur la machine ou bien le téléphone du médecin. Donc, tant que tout est normal, déjà, c'est l'application ou bien de IoT qui va faire tout le travail pour vous pour dire que voilà, on est dans les normes, le taux de glycémie, il est gérable, il est stable ou encore la tension, elle est stable. Mais dès qu'il y a un problème, l'urgence est signalée. C'est-à-dire ce n'est même pas le moment de la prochaine visite ou encore à l'insu du patient que finalement c'est une urgence, il peut rater ou bien il peut avoir des complications. Cette application IoT avec les composants intelligents que porte le patient va permettre finalement de prévoir non seulement de dégager, de décharger tout le staff médical, etc., mais encore d'agir en urgence et au moment opportun. Ça, c'est ce qu'on appelle le remote monitoring, mais on peut avoir aussi les smart hospitals, c'est-à-dire de rendre l'hôpital carrément à moitié gérable par des robots, pourquoi pas, et donc décharger l'humain, il va intervenir uniquement là où finalement l'informatique ou l'IoT ne peut rien faire. Et encore, l'IoT ne cesse de nous surprendre pour dire que finalement, elle est de plus en plus en train de nous faciliter la vie. Mais sans parler aussi que tout ce qui est
équipements médicaux, etc. Les équipements médicaux actuellement sont de plus en plus intelligents au point où le diagnostic est pratiquement fait par la machine. Et encore une autre fois, on ne va pas diminuer de l'importance d'un médecin ou d'un spécialiste, mais il va intervenir que pour la partie qui est laissée à l'humain et encore pour l'interprétation de toutes les informations déjà récoltées par cette machine intelligente. Passons maintenant au smart home, c'est tout simplement une maison qui sera intelligente. Donc, pensez, je le dis encore une autre fois, une petite application dans votre téléphone qui va permettre de rendre votre réveil intelligent. Elle va même savoir quelles sont vos journées vos days off, c'est-à-dire votre week-end, que souvent, pendant les jours de travail, vous vous levez à quel moment, que finalement, quelle est la mélodie à jouer pour que ça soit plus ou moins soft pour vous, que lorsque vous vous levez, elle va directement déclencher votre machine à café pour vous préparer le café, etc., etc. Que lorsque vous rentrez du travail, elle va déclencher la climatisation quand il fait plus chaud que 30 degrés, etc. Donc, c'est non seulement c'est un bien-être qui va être, on va dire, assuré pour n'importe quel individu. C'est aussi adapter cette maison selon le comportement personnel. Donc, on peut allumer la pièce là où la personne elle est. On ne va pas s'amuser à jouer avec les interrupteurs ou bien si on oublie un interrupteur. Donc, c'est toute une consommation d'énergie supplémentaire, etc. Mais Smart Home est aussi plus importante et intéressante dans les personnes dont ils ont vraiment besoin. C'est-à-dire, on ne parle pas du bien-être, on parle plutôt des personnes qui ont vraiment besoin de cette assistance avec des objets intelligents, notamment les personnes âgées ou encore les personnes à mobilité réduite. Donc, pensez aux malades d'Alzheimer, pensez aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer facilement et que tout sera plutôt facilité avec leur comportement, avec une caméra qui détecte dans quelle pièce ils sont, avec une machine qui prépare toute seule toutes sortes de choses nécessaires pour cette personne, ou encore avec un capteur ou un bracelet qui va détecter une chute libre d'un vieux, d'une personne âgée et qui va déclencher une alarme pour qu'on lui envoie de l'assistance sur place. Donc tout ça, toutes ces applications-là, là où il y a récolté de l'information depuis l'environnement, l'envoyer vers une machine ou bien un téléphone ou bien un embedded system pour qu'elle soit traitée et encore pour qu'elle donne une décision, des recommandations, c'est de l'IoT. Mais plus grand que le smart home, on a la smart city ou bien la ville intelligente. Maintenant, on ne veut pas se limiter à une maison qui est intelligente. On veut, en plus de la maison, quand je sors, mon bâtiment, il est intelligent. Mon bâtiment dans le sens où les matériaux de construction eux-mêmes sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils sont étanches à la chaleur en période de chaleur, c'est-à-dire en été, on va dire. Mais aussi au froid en période d'hiver. Que finalement, la consommation d'électricité, c'est pas la peine quand je sors le couloir ou bien les escaliers, je m'amuse à trouver l'interrupteur pour allumer la lumière. Enfin, on va directement, il va détecter le mouvement, il va l'allumer et encore, quand il n'y a personne, on n'a pas besoin de lumière et donc on consomme moins d'énergie. Voilà, donc notre building ou bien notre immeuble et toutes les constructions seront aussi intelligents que finalement votre petite maison. La Smart City aussi, elle comporte un aspect important qui est les Smart Grid. Les Smart Grid, tout simplement en français, on les appelle réseaux électriques intelligents. Le concept peut aller au-delà, mais pour le moment, ils sont plus ou moins utilisés pour dire que voilà, je détermine une façon avec laquelle je peux contrôler le réseau électrique, comment il est en train de se consommer et comment aussi comment je suis en train d'utiliser l'énergie. C'est en quelque sorte, pour ceux qui le connaissent, c'est le système SCADA, mais un
peu plus évolué. Donc, il y aura des capteurs un peu partout, il y aura de l'information qui sera remontée à un système central et ensuite de recommandations selon les moments d'utilisation, de pic de consommation, etc. On peut penser aussi à tout ce qui est public safety ou encore tout ce qui est contrôle d'environnement, donc dans les espaces communs, la gestion des ordures, la gestion des espaces partagés par la population, etc. Mais un aspect encore plus intéressant, c'est la smart mobilité. Smart mobilité, ça peut aller à plusieurs. Donc, on peut revenir à un concept ancien de l'IoT qui est les réseaux véhiculaires, les vanettes. Donc, votre voiture, maintenant, elle est intelligente, elle véhicule de l'information et elle envoie de l'information aussi. Elle sert à transporter de l'information d'un point à un autre, mais elle sert aussi à donner des informations et des valeurs à ce système central pour notamment gérer le trafic, pour finalement donner de l'information au feu de circulation, pour finalement mieux gérer les points d'encombrement, pour notifier les personnes en cas d'accident ou de blocage ou de travaux dans une route. On va leur afficher dans des panneaux intelligents quelle est la déviation à prendre, au lieu de se retrouver bloqué des heures et des heures. Donc tout ça, c'est une mobilité qui est smart. Et encore, on va parler du transport en commun qui sera directement connecté à votre téléphone. Vous pouvez savoir quel est l'arrêt de bus le plus proche de votre position actuelle. Vous pouvez savoir quelles sont les directions depuis cet arrêt. Quel est le prochain départ de chaque bus, de combien de minutes ce bus est en retard, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Là où vous pensez qu'il y a un problème, alors il y a une solution avec l'IoT. Alors, maintenant, la question qui est importante, pourquoi ce boom? Pourquoi l'IoT se retrouve dans tous ces scénarios et encore des milliers qu'on n'a pas pu citer probablement à cause de la limite du temps. Pourquoi l'IoT il s'explose et il s'imprègne dans notre vie quel que soit le domaine. Tout simplement pour les raisons suivantes. La première, c'est l'apparition d'un certain nombre de composants qui est ce qu'on appelle les embedded systems, etc., des composants de calcul, de capture, mais aussi des actionneurs qui sont très très peu chers. Ils sont pas du tout chers. Quand on dit pas du tout cher, ça démarre de $1. Ça démarre de $1, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine, une centaine, c'est vrai, ça dépendra des caractéristiques qu'il y en a, mais avec une simple pile, 2A ou 3A, vous pouvez carrément charger ce composant, enfin, alimenter, ce composant, et il pourra consommer très peu d'énergie et donner des informations et donner des calculs ou bien des traitements qui sont très poussés. Il y a un deuxième concept que je voulais appeler quand même Internet for All and All for Internet. Alors, je veux dire quoi par cela? Internet for All, c'est dans le sens où maintenant l'Internet est accessible par tout le monde. Il faut dire que maintenant, pratiquement, enfin, ça reste ce mot, cet aspect reste, je vais le dire en arabe, bitahafod, avec une petite, donc dans notre contexte algérien, mais il faut dire à l'échelle mondiale, d'une manière générale, Internet est plus ou moins très accessible. Si ce n'est pas par de la fibre optique avec des modems, etc., ça va être avec la 4G, la 3G, la 2G pour certains et la 5G bien sûr pour d'autres. Et All for Internet, c'est l'inverse. C'est dans le sens où le fait que Internet soit disponible pour tout le monde, c'est aussi tout le monde qui est en train de contribuer pour alimenter cet Internet, c'est-à-dire pour alimenter ces informations qui sont disponibles pour chacun et pour tous.
Donc voilà, c'est le fait que ça soit, il y a cette toile qu'on peut imaginer, qu'on a appelée déjà web, une toile très maillée et qui va permettre d'accéder à tout le monde, mais aussi de laisser tout le monde pouvoir utiliser ce qu'elle a. Et un autre concept très important qui va regrouper peut-être un ensemble de points, c'est que la technologie ne cesse de s'améliorer. Donc, le premier point, ce que j'ai appelé from IPv4 to IPv6, c'est tout simplement, quand Internet a commencé, il faut savoir, bon, je vais essayer quand même d'expliquer ça d'une manière très simple pour ceux qui ne sont pas dans le domaine techniquement parlant. Donc, chaque composant qui est connecté à Internet, il devrait avoir un identifiant, ou bien ce qu'on appelle IP address, une adresse IP. Avant, on faisait de sorte que ce composant, il soit sur un ensemble de chiffres, que les combinaisons possibles, toutes les combinaisons possibles, finalement, arrivent à saturation. Ma'naha, on a dépassé le nombre qu'on a prévu. Ensuite, on a tout de suite, avant même de saturer le IPv4, on a pensé à introduire le IPv6, qui a triplé peut-être ou même plus le nombre de positions, et donc les combinaisons possibles ont tout simplement d'une manière exponentielle sont rendues possibles. C'est-à-dire on peut finalement intégrer un grand ensemble de composants qui peuvent se connecter à Internet, et c'est grâce à cette technologie on a pensé à étendre cette toile web pour pouvoir connecter plus de choses. Avant, une personne probablement, ou pour ne pas dire toute une famille, était représentée par une seule IP, qui est l'ordinateur de la maison. Maintenant, une personne peut être représentée par une dizaine. C'est son ordinateur de maison, c'est son laptop, c'est sa tablette, son téléphone, sa smartwatch, etc., etc. Donc voilà le nombre de composants d'objets qui veulent être, qui se connectent à Internet et qui est en explosion. Il y a aussi le concept de data science. Le data science, pour vous rassurer, ça existait depuis le temps. On appelait avant méthode statistique mathématique, ensuite on l'appelait recherche opérationnelle peut-être, mais maintenant le data science il est plus fort que ça, il utilise ces sciences de base, on va dire, tout ce qui est recherche opérationnelle, statistique, etc., mais avec des algorithmes encore plus puissants, avec des solutions plus puissantes. Data science, c'est en quelque sorte le fait de pouvoir traiter un ensemble de données à partir desquelles on peut dire même c'est du raw data, c'est des données brutes, c'est-à-dire c'est une information qui en termes absolus ne veut rien ne vaut rien comme valeur, enfin comme interprétation, mais avec des systèmes, des algorithmes de traitement qu'on pourra finalement dire que sortir avec une solution ou bien une recommandation. Rappelez-vous du projet du Smart Farm. Donc, si je vous dis d'un côté il fait 35 degrés, de l'autre côté je vous dis le taux d'humidité il est à 80%, encore d'un autre côté je vous dis il y a une vitesse de vent qui est de telle, et il y a 2 mois cette parcelle agricole elle avait un problème de moisissure, pourquoi pas, etc. Mais avec le data science et avec tout l'ensemble des données et l'historique, je peux directement dire, cette science pourra directement me dire attention, cette parcelle exactement risque d'avoir un fusarium de blé ou bien un millidou de pommes de terre, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir et il faut injecter un peu de traitement. Voilà. C'est ça le but du data science. Le cloud computing aussi, c'est un concept qui est important. Je suppose que vous avez, surtout pour ceux qui ont suivi le webinaire de samedi passé, on a beaucoup parlé du cloud, mais c'est tout simplement le fait que notre donnée n'est plus stockée. Rappelez-vous, on a dit que avant la famille, c'était une seule machine, c'était aussi une seule machine, mais c'était un ensemble de jeux, un ensemble d'applications, de données, de photos qui sont sauvegardées sur cette machine. Le cloud a permis
de finalement externaliser ce stockage, ce traitement de données. Le stockage et même le traitement, c'est-à-dire tout ce qui est opération de calcul, etc. Donc maintenant, une personne avec les dizaines d'appareils qu'elle a, depuis sa machine, son PC, depuis son laptop, son téléphone ou bien sa tablette, quand elle ouvre un fichier ou bien quand elle modifie ou quand elle ouvre une photo, elle est accessible depuis les quatre. C'est pas parce qu'elle est dupliquée dans le CAT, c'est tout simplement parce qu'elle est sauvegardée quelque part dans le cloud et avec ça, on peut y accéder de n'importe quel appareil tant qu'on a accès, bien sûr, tant qu'on est identifié pour dire que finalement on a accès. Voilà. Il y a aussi l'aspect de ce que j'ai appelé High Performance Materials, c'est que maintenant aussi, on a la possibilité d'avoir des serveurs, des supercalculateurs, mais aussi même des petits composants qui peuvent faire beaucoup de choses, mais sans que ça coûte autant, sans que ça coûte trop cher. Donc, toute cette évolution technologique nous permet quand même d'accéder ou bien de laisser, de rendre IoT disponible et possible de l'implémenter n'importe où. Maintenant, si je veux parler, on va dire, je rentre dans le technique, si je veux citer un ensemble de caractéristiques avec lesquelles se distingue le Internet of Things, mais en même temps, c'est important de les savoir pour pouvoir les prendre en charge et pour savoir ou s'attendre aux défis qui sont derrière ces caractéristiques, ce sont les suivantes. La première des choses, c'est l'hétérogénéité. Il y a aussi les technologies de communication, la dynamicité ou bien ce que je peux appeler mobilité, la scalabilité, l'intelligence et la sécurité. Je vais essayer d'aborder ça un point, chaque point à part pour vous expliquer plus ou moins l'importance de chaque partie ou bien de chaque caractéristique. L'hétérogénéité, c'est dans le sens où l'IoT, maintenant, ce n'est plus comme avant un ensemble de machines, les mêmes machines, c'est un ordinateur, une unité centrale, un ensemble de périphériques qui sont connectés via le réseau et qui communiquent entre elles. C'est toujours pour la même personne, vous avez un gros PC, vous avez un petit laptop qui peut être transportable, encore une tablette encore plus petite, votre téléphone, votre micro-ondes, votre machine à café. Donc, il y a un ensemble tellement différent de composants ou bien d'objets intelligents que ce n'est plus, on parle plus de plusieurs copies du même composant. Non, on parle de plusieurs composants, mais qui sont encore différents dans le point de vue caractéristique technologique ou bien technique de chacun. Et ça rend un petit peu difficile parce que c'est pas évident de faire fonctionner votre machine à café directement avec votre PC parce que c'est pas les mêmes proportions, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes capacités de calcul ni capacités de stockage, etc. On y arrivera justement parce que tout est lié entre eux. Donc l'hétérogénéité mène à ce qu'on se retrouve avec un ensemble de technologies de communication qui sont différentes. Votre laptop pourrait se connecter avec le Wi-Fi, mais votre téléphone avec le Bluetooth, votre smartwatch peut-être avec du Zigbee, et votre PC à l'ancienne avec du câble réseau, par exemple, du câble Ethernet, pourquoi pas. Et encore, j'en ai cité que 4. Il y a, par exemple, rien que le Bluetooth, il y a plusieurs déclinaisons, le Light Bluetooth, etc. Donc, il y a le Bluetooth tout simple, le Light Bluetooth pour qu'il soit supporté sur des composants encore plus petits qu'un téléphone, par exemple, etc. Et donc, comment peut-on faire fonctionner ou bien faire communiquer toutes ces machines entre elles? Comment un PC qui est connecté avec un câble pourrait se connecter avec un laptop utilisant le Wi-Fi ou encore un téléphone utilisant le Bluetooth? Comment peut-on trouver une solution qui pourra être implémentée dans une machine utilisant un câble ou encore dans un petit composant qui utilise Zigbee? Donc tout ceci, c'est une caractéristique qu'offre le IoT pour dire qu'il n'y a pas de limite
on pourra toujours utiliser n'importe quel type de technologie de communication pour finalement rejoindre ce grand réseau IoT. Il y a aussi la dynamicité ou bien la mobilité, c'est tout simplement le fait que ce réseau, il n'est pas stable, c'est-à-dire on l'a pas dessiné une seule fois et il ne bougera plus. Il a tendance à changer tellement que finalement ça devient encore plus difficile de gérer cette mobilité. Pourquoi on parle de mobilité? Parce que bon, votre machine à laver, votre climatiseur, votre machine à café ne risque pas de changer d'endroit assez souvent, mais vous, en tant que personne avec votre smartwatch que vous portez, votre montre intelligente que vous portez ou votre téléphone qui est dans votre poche, quand vous bougez, vous déplacez encore avec vous ces objets intelligents qui s'intègrent aussi bien dans un réseau IoT. Votre voiture avec tous les capteurs qu'elle a, elle se déplace, elle est aussi en train de changer son endroit et sa position. Donc le réseau IoT, il est en constante changement. Et quand on se déplace, on va changer ce qu'on appelle la topologie du réseau, c'est-à-dire quels sont les différents points qui peuvent se connecter entre eux. Et ce qui va créer aussi un problème de déconnexion, parce qu'à un certain moment, imaginez que vous prenez votre téléphone, vous êtes dans la ville, ça va parce qu'il y a de couverture réseau, mais vous risquez de prendre une autoroute et vous êtes déconnecté parce que entre les deux antennes, il y a un point noir où il y a aucune couverture réseau. Donc tout cela, cette forte mobilité dans les réseaux IoT fait que ça soit une caractéristique assez importante, mais aussi c'est un défi auquel on va revenir. Et aussi la scalabilité, ce qu'on appelle en français mise à l'échelle. Donc scalabilité veut dire quoi? Un réseau IoT, ça peut partir de quelques composants vers des milliards de composants. C'est-à-dire qu'un patient, il aura probablement besoin que de son glucomètre, de son probablement tensiomètre et de son téléphone pour pouvoir faire un suivi à distance. Évidemment, son médecin, il aura besoin d'une machine ou bien un téléphone pour recevoir toutes les notifications. Mais un champ agricole, il aura besoin des milliers de capteurs qui seront, on va dire, déployés dans les parcelles. Une industrie, elle aura besoin autant de capteurs que d'objets, etc. Et la question qui se pose derrière cette caractéristique, encore une autre fois, comment peut-on proposer une solution qui va aussi bien fonctionner, quand on parle de solution, c'est-à-dire un protocole de communication, comment faire fonctionner tous ces capteurs, tous ces composants, etc., qui pourra aussi bien fonctionner pour l'application du patient avec très peu de capteurs que l'application de l'agriculteur avec des milliers de capteurs. Est-ce que c'est possible de faire une solution qui peut gérer l'efficacité de son application ou de son utilisation, quel que soit le nombre de smart objects dans lesquels il participe. Donc, on parle aussi de problèmes d'efficacité, mais la scalabilité n'est pas uniquement dans le nombre de composants, elle est aussi dans le temps. C'est-à-dire, à l'instant T, si j'avais proposé une solution pour mon cas de mon problème ou mon domaine ou avec le IoT que j'ai et le réseau que j'ai, quand on évolue dans le temps, est-ce que cette solution IoT va s'adapter au changement d'environnement, mais aussi dans l'avancement du temps, dans la masse de données qui va s'ajouter, etc. Donc la mise à l'échelle ou bien scalability, c'est un point très important qui caractérise les applications IoT. Et l'intelligence, on ne peut pas parler de IoT sans parler d'intelligence. Pourquoi? Parce que IoT, c'est un ensemble de smart objects et les objets sont dits smart parce qu'ils doivent être autonomes, ils doivent s'adapter à l'environnement, ils doivent pouvoir interagir tout seuls. C'est-à-dire, une fois
je vais faire le upload de mon programme dans ces objets. Une fois c'est bon, j'implémente la solution, je la mets dans le Smart Object. Il faut qu'il soit capable de tout faire tout seul. Il doit être donc, il doit aussi pouvoir être cognitif dans le sens où il va interagir avec l'environnement, apprendre de cet environnement et savoir prendre des décisions depuis cet environnement. Donc l'intelligence est quelque chose de très important parce que en tant qu'humain, on a un cerveau et on ne peut pas contrôler notre intelligence. Elle est innée, elle est déjà donnée. On peut peut-être l'améliorer avec des tests, etc. Mais comment peut-on rendre un objet, comment peut-on rendre une plante intelligente qui va s'auto-arroser dès qu'elle a soif? Comment peut-on rendre votre téléphone intelligent et encore tout objet qui est autour de nous pour finalement faire le nécessaire pour nous dire, pour nous recommander les choses à faire. Et la sécurité, donc la sécurité, c'est un domaine qui a commencé depuis la découverte ou bien depuis l'invention de l'informatique. Il n'y a pas un composant ou un domaine ou un concept qui est né dans l'informatique où la sécurité ne peut pas être évoquée. Donc la sécurité dans l'IoT, c'est encore beaucoup plus important parce que si je dois définir les 4 principaux services à absolument satisfaire pour dire que mon réseau est sécurisé, ce sont les suivants. Il y a tout d'abord la confidentialité. La confidentialité, c'est dans le sens que si j'ai une application IoT, elle doit être confidentielle, c'est-à-dire que une personne qui n'a pas le droit d'y accéder ne devrait pas y accéder. Un patient, quand il envoie ses données via Internet, on ne devrait pas donner l'information à tout le monde. Ce n'est que son médecin qui peut la lire. Même si cette donnée, elle va passer par peut-être des dizaines, des centaines, voire des milliers de relais intermédiaires pour arriver au médecin, parce qu'elle va utiliser notamment Internet. Le deuxième des services, c'est la disponibilité, ou bien ce qu'on appelle availability. La disponibilité, c'est que l'application IoT devrait pouvoir être accessible ou bien donner accès à la donnée, aux informations d'une manière permanente. C'est-à-dire moi en tant qu'utilisateur, si j'ai déjà accès, donc on a satisfait la confidentialité, j'ai accès, je peux accéder à l'information, il faut que j'y accède d'une manière permanente n'importe quand, donc anytime. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une attaque qui est très connue pour les amateurs de la sécurité et de la cybersécurité, ce qu'on appelle le DOS, Denial of Service. C'est tout simplement des hackers qui vont faire quoi? Qui vont saturer le serveur ou bien qui vont saturer la source d'information avec une attaque pour que cette source-là ne soit plus en mesure de répondre ni à l'attaquant, ni quand même à la personne, au client qui est censé recevoir ces informations d'une manière permanente. Donc la disponibilité, c'est très important à assurer. C'est-à-dire cet attaquant, parfois, même s'il ne peut pas accéder à l'information, il va faire un al-'aboul al-haram, c'est-à-dire j'accède pas à l'information, mais je vais faire de telle sorte que personne n'y aura accès. Donc la disponibilité, c'est important. L'intégrité, c'est dans le sens où quand j'envoie une donnée depuis la source, il faut qu'elle arrive à sa destination exactement comme elle a été. Le taux de glycémie du patient, sa tension artérielle, il ne faut pas qu'elle change depuis la mesure prise jusqu'au médecin. Parce qu'il y a des attaquants qui peuvent faire, probablement ils ne vont pas s'amuser à changer la tension artérielle d'un patient, mais ils vont changer d'autres données, mais c'est juste pour vous expliquer qu'ils peuvent intercepter par exemple la donnée quand elle passe depuis le patient, elle va être transférée via Internet. En arrivant au médecin, c'est carrément une autre donnée. Donc, la modification, désolé pour la petite erreur, c'est modification avec un O.
Et au final, la non-répudiation, comment dirais-je, c'est un concept qui concerne l'utilisateur lui-même et non pas la donnée. C'est dans le sens où l'utilisateur ne pourrait pas nier qu'il n'a pas reçu la donnée. Supposons qu'un médecin n'a pas fait son travail, il a reçu l'alerte que son patient, il avait un pic de tension ou bien un taux de glycémie élevé. Et peut-être par manque de moralité, enfin, on va dire que finalement, il n'a pas fait son travail. L'application, elle peut toujours, enfin, le réseau IoT peut toujours, comment dirais-je, il peut toujours assurer que le médecin a bel et bien reçu l'information et que c'est lui qui n'a pas fait son travail. Donc, c'est la non-répudiation, c'est le pas à donner la possibilité à l'utilisateur de dire non, j'ai pas reçu la donnée, et il y aura toujours une traçabilité de toutes les transactions qui ont été véhiculées. Voilà. Maintenant, de toutes ces caractéristiques sont nées un ensemble est né un ensemble de challenges ou bien de défis. Et je les ai cités en quelque sorte, je les ai cités d'une manière ou d'une autre. Il y a le premier problème qui est la connectivité. Vous avez remarqué que nous sommes dans un environnement où les composants, les smart objects ne sont pas les mêmes. Vous allez connecter une machine avec un téléphone, avec une tablette, mais avec aussi des micro-ondes, avec de la machine à café, etc. Mais vous avez aussi un problème de mobilité. Ces composants, ils vont bouger assez souvent. Avec tout ça, comment on peut assurer un réseau qui reste tout le temps connecté? Comment peut-on assurer que l'information, quand le patient, même s'il bouge, ce n'est pas son problème si le patient se déplace, il a tout à fait le droit de se déplacer, mais s'il est dans sa maison ou s'il prend ses vacances sur la plage, il pourra toujours avoir le droit et la possibilité d'envoyer ses mesures vitales, sa tension, etc., à son médecin. Il y a aussi le problème de sécurité que je viens d'évoquer, c'est-à-dire comment peut-on assurer tous ces services-là, comment que l'information ne soit pas divulguée, comment peut-on assurer que l'information sera envoyée qu'aux personnes concernées, etc. Il y a le problème d'intelligence. Vous pouvez négliger cet aspect en disant que c'est abstrait, mais toute cette abstraction fait la difficulté de ce concept. Les gens qui sont en train de concevoir et d'implémenter des algorithmes pour dire que voilà, la machine, le robot, il va plus ou moins concurrencer le niveau d'intelligence des humains et laisser l'humain sans rien faire et il va prendre toutes les décisions avec un taux d'accuracy, c'est-à-dire un taux un taux d'erreur, on va dire, très très faible. Ça, c'est un très, très grand challenge dans le IoT. Quel est cet algorithme qu'une fois on va le mettre dans le composant, il devient intelligent finalement. Le composant du jour au lendemain, il devient tout simplement très intelligent. L'autonomie, c'est aussi important parce que je vous ai dit tout à l'heure que finalement l'IoT est composé d'un certain ensemble qui sont pas trop chers, mais aussi qui peuvent fonctionner avec une simple pile 2A ou 3A, pourquoi pas. Et maintenant, vous savez que finalement, votre téléphone, par exemple, sans même parler des composants, il n'est pas tout le temps dans la charge. Et donc, toutes ces applications qui sont dans votre téléphone ou encore tout ce traitement qui est dans un petit composant qui n'a plus accès à la charge assez souvent, à recharger sa batterie, comment peut-on définir des solutions et ces algorithmes qui sont aussi complexes, qui doivent être intelligents, sécurisés, tout le temps connectés, mais sans pour autant qu'ils soient très gourmands en termes de consommation d'énergie. C'est-à-dire la batterie, il faut que ça dure quand même, parce que dès que la batterie épuise, dès que la pile est épuisée, ça veut dire que le composant n'y est plus. Ça veut dire que son fonctionnement ou bien la fonction qu'il doit assurer n'y est plus non plus. Voilà. Et le dernier défi aussi, c'est les standards, c'est-à-dire que vous avez vu aussi encore une autre fois avec la caractéristique d'hétérogénéité et aussi la caractéristique de technologie de communication, il est très difficile de définir un standard, c'est-à-dire un ensemble de règles qui peuvent être suivies
par toute la communauté IoT et qui vont couvrir tous les composants, quel que soit leur type de communication, quelle que soit leur capacité de stockage, etc. C'est pas évident de créer un protocole qui fonctionne aussi bien pour Bluetooth que pour Wi-Fi, etc. Donc, standardiser ou bien donner des protocoles communs qui vont plus ou moins surveiller tout ce grand monde de IoT, c'est pas évident, ça reste un grand défi. Voilà, avec ceci, je veux juste vous mettre au courant de la tendance actuelle où je l'ai divisée en deux lignes. La première, c'est plus ou moins les domaines qui sont maintenant ciblés. Alors, on dit que Smart City is a must. Il faut qu'on bascule tous à une ville intelligente. Et rappelez-vous, au début, j'ai dit que il me semble que Smart City est en train d'englober tous les autres domaines. Qui dit Smart City dit Smart Home, dit aussi même l'industrie, parce que l'industrie, elle est plus ou moins implantée quelque part dans la ville, etc. Mais surtout Smart City, l'accès aux services publics, il doit être aussi bien efficace, fiable qu'optimisé aussi. Food safety, c'est un concept qu'on peut dire qui sort directement du Smart City, mais c'est très important. Donc, food safety fait Smart Farm, fait Smart City, fait Smart Home aussi, parce que le client, il est directement un acteur direct dans ce concept. C'est quoi? Ça démarre d'un constat qui est très flagrant et urgent. On constate au final que la quantité de production alimentaire ne suffit plus par rapport à la consommation. C'est pas parce que la population a explosé, c'est par rapport à notre manière de consommer. Et du coup, ce qu'on est en train de faire en utilisant l'IoT, c'est de suivre toute cette chaîne. Optimiser la production et la rendre aussi efficace, moins chimique, etc. Ensuite, optimiser le transport de cette production, parce que parfois, vous pouvez transporter 10 kilos, mais pour arriver à finalement 5 kilos, tous les autres produits sont endommagés à cause de la chaîne de transport, etc. Optimiser aussi l'achat du client et optimiser aussi la consommation. Maintenant, on parle de freezer, de réfrigérateurs intelligents qui vont proposer aux clients quoi acheter, quoi consommer. Ils peuvent même lire l'information des objets, des aliments qui sont déjà dans les réfrigérateurs pour donner des recommandations, etc. Et toute cette chaîne de food safety, c'est pour cela que je vous dis Smart Home, donc il y a le réfrigérateur, il y a le téléphone du consommateur, il y a la Smart Farm, il y a entre les deux Smart Industry, le tout, la mobilité, le transport, il y a Smart City, le tout. Donc Food Safety, c'est un aspect aussi très important. Et e-health, maintenant aussi, on veut quand même rendre la santé qui reste parmi les secteurs les plus importants, notamment avec l'éducation, la santé et aussi l'agroalimentaire. Ça reste un secteur très important. On veut la rendre accessible à tout le monde et pourquoi pas aussi plus fiable et moins coûteuse. Pour la deuxième ligne, c'est plutôt la combinaison de certaines technologies aussi de pointe qui vont avec l'IoT ou qui vont se marier ou se combiner avec l'IoT pour pouvoir donner des solutions plus innovantes et qui répondent au mieux aux demandes et aux exigences actuelles. Donc, on pense au blockchain. Je ne pourrais pas les détailler, bien sûr, parce que rien que l'IoT, ça demande encore plus de temps pour expliquer. Donc, le blockchain, on l'utilise pour la sécurité. C'est une tendance actuelle aussi. Le machine learning et l'intelligence artificielle, notamment pour pouvoir donner des solutions intelligentes, et le big data, parce que c'est important, là, qui dit IoT dit un ensemble exponentiel de